écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Excusez-moi pour le retard et excusez-moi pour le temps que j'ai pu faire perdre. Mais bon, les kilomètres ne seront pas tout seuls. Je voulais dire que je suis venu parce que je lui avais promis de le faire. Et puis ce matin, j'ai vu qu'il y avait une place, un créneau, et je me suis mis en route dès ce matin pour venir à la rencontre de Sylvain Baron. Pour une raison très simple, c'est qu'il m'a rendu destinataire d'un ouvrage dont je ne suis même pas sûr qu'il soit encore entièrement édité, et qu'il m'avait dédicacé avec une de ces dédicaces qu'on n'oublie pas facilement, parce que c'est une dédicace qui portait un vrai message. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai fait moi-même pour mes propres ouvrages. Et lisant les premières lignes, j'étais impressionné par le travail de Sylvain et de son équipe, parce qu'il m'a confié qu'il avait fait ça avec des amis que je découvre d'ailleurs autour de lui. Et j'ai eu envie de poursuivre, et j'ai trouvé dans ce livre beaucoup d'éléments que j'ai eu l'occasion de vivre en direct dans ma vie d'élu du peuple et de la nation, que je suis depuis longtemps déjà. Et il y a des moments qui vont poser beaucoup de problèmes. Mais vous savez, quand vous êtes lancé, vous n'avez pas forcément tous les éléments d'appréciation. Alors, je sais que je n'ai jamais voté ce que je n'avais pas envie de voter, ce qui n'est pas simple lorsque vous appartenez à un mouvement, et j'avais choisi dans ma 30e année environ de rentrer au mouvement démocrate, parce que François Bayrou était un pays et qu'on s'aimait bien et qu'on avait été élus conseillers généraux ensemble. Donc, je n'avais pas approuvé loin de là tous les choix, j'en avais fait des différents, mais disons que ce que je suis en train de lire me montre les changements tout à fait radicaux que nous avons imposés à notre peuple sans jamais l'en informer. Et nous sommes passés depuis, disons, la grande dernière présidentielle qui a eu en 1974, entre M. Mitterrand et M. Giscard d'Estaing, où on pouvait encore penser que la gauche et la droite avaient un sens. Nous sommes passés à une période où elles n'ont plus aucun sens, puisque nous avons tous fait les mêmes choix, et deux fois même ensemble, par la cohabitation. C'est là que nous avons d'ailleurs introduit le plus de textes extérieurs à notre Constitution et à nos institutions, par ordonnance présidentielle, sans le moindre débat, sans que la moindre information soit donnée au pays. Et puis nous avons eu recours deux fois au référendum, sur des référendums tombés là, comme cheveux sur la soupe. Le premier était Maastricht, et puis le second, le peuple français dit non, mais nous avons été dire oui quelques mois plus tard en congrès. Et tout ça, si vous voulez, m'a beaucoup interrogé, je n'ai pas suivi, bien entendu, et puis ça m'a amené à prendre la conclusion que j'ai prise, c'est que soit je devais démissionner, soit je devais aller jusqu'au bout de ma logique, ce que j'ai décidé de faire, c'est-à-dire démissionner pour moi, c'était vraiment un délit de fuite, compte tenu du fait que j'avais vécu les 60 ans de paix, les uniques 60 années de paix que notre beau pays ait jamais connu, que j'en avais bénéficié, profité. On ne m'a pas tout donné, mais on m'a la possibilité de réaliser beaucoup de ce qu'on a donné aux fils de bergers, beaucoup de facilité que les fils de députés n'auront pas aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'aller au bout de mes idées, d'abord pour pouvoir m'exprimer, pour pouvoir écouter des hommes, des femmes tels que Sylvain, des hommes libres d'esprit et qui ont une vision de notre pays, qui ont une vision du monde, qui ont une vision de l'humanité et qui ont surtout un respect profond du peuple et de la démocratie. Alors, je vais proposer aux gens de poser leur première question tout bêtement.
Déjà Jean Lassalle, un grand merci. Quel honneur de vous recevoir sur ce Mumble. Merci à vous pour avoir rejoint justement cette marche. Merci pour tout ce que vous avez fait par le passé. Merci pour votre présence tout simplement. Donc oui, Sylvain, effectivement, on va donner la parole. Donc il y a déjà des P dans le chat. Donc on va donner la parole à Daniel du 38. Sylvain, j'en profite. Donc essayez de bien parler dans le micro. Et effectivement, pour les remarques qu'il y a dans le chat, oui, il y a beaucoup de bruit. Ils sont dans un camping, donc c'est vraiment du bon. En même temps, c'est du nature, quoi. Voilà, c'est on fait avec, hein, on fait au mieux. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de bruit autour, mais voilà, ça va essayer de se régler. Mais bon, ils sont dans un camping, il faut en prendre conscience. Voilà, merci beaucoup. Et donc Daniel du 38 qui demandait la parole. Oui, bonsoir à tous et puis bonsoir à vous, Monsieur Lassalle. C'est un honneur effectivement de vous recevoir sur ce Mumble. Je vous avais déjà suivi lors d'une marche que vous aviez entamée pendant 8 mois de mémoire en 2014. Malheureusement, je vous ai raté quand vous êtes passé dans ma région et je voulais vous rencontrer en fait lors de cette marche afin de vous sensibiliser à l'idée du revenu de base. Je ne sais pas si vous connaissez cette idée et j'aurais aimé avoir votre opinion sur cette idée. Et puis dans un deuxième temps, je fais partie de l'organisation de ce Mumble qui tente de réunir tout un tas de mouvements afin d'échanger des idées, des concepts, des actions. Et nous aurions un grand honneur de vous recevoir pour une soirée consacrée à cette marche justement citoyenne que vous avez faite pendant 8 mois et afin d'échanger avec vous sur toutes les rencontres, tous les messages que vous avez pu collecter lors de cette marche. Et voilà, ça sera un honneur et un plaisir de vous recevoir. Merci à vous. Alors merci d'abord beaucoup à vous. Alors pour la rencontre, c'est tout à fait d'accord. Nous allons essayer peut-être hors cadre pour ne pas faire trop long sur le message devant les amis, ça c'est les amis qui nous écoutent. Et c'est tout à fait d'accord. Ensuite, je ne vous connais pas très bien, hein. Je fais connaissance avec Simon Ball, mais ce que je vois est très encourageant. Et je voulais remercier aussi et saluer la dame, la jeune femme qui s'est exprimée avant vous, qui a eu des mots très élégants et chaleureux à mon égard. Et elle Jean Lassalle, bonsoir, merci beaucoup. C'est Céline Fabre. En fait, on s'était déjà contacté plusieurs fois par rapport aux réformes scolaires. Vous aviez transmis des mails à Madame Najat Vallaud-Belkacem de ma part et enfin voilà, on avait déjà communiqué, mais merci encore. Merci à vous. Voilà, très bien. Alors, donc, pour le monsieur, donc c'est tout à fait d'accord. Disons que ce que j'aime bien faire, c'est peut-être sous forme de soirée, pourquoi pas. On réunit les amis que vous voulez. Moi, je peux faire venir, je peux faire savoir aussi aux amis que j'ai du côté de l'Isère, je ne sais pas, 38 c'est l'Isère, c'est près de Grenoble ou plus loin. Et puis, voilà, on parle, mais ce qui m'intéresse surtout, moi, c'est de donner la parole le plus rapidement possible aux citoyens, comme vous le faites vous-même ce soir ici, pour qu'ils expriment leur point de vue, qu'ils posent leurs questions. Et en ce qui me concerne, vous pouvez y aller. Je ne sais pas répondre à tout. Ce dont je peux répondre le plus, c'est de ce que j'ai fait et des responsabilités que j'ai pu avoir et prendre, et du pourquoi de ma situation actuelle. Je veux dire encore un mot, c'est que le fait de me retrouver ce soir dans ce camping, magnifiquement entretenu, mais vraiment au fond des bois, dans un lieu un peu paradisiaque, aux côtés de Sylvain, me rajeunit de quelques mois, parce qu'effectivement, j'ai eu quelques étapes qui ont ressemblé étrangement à celle-ci pendant ces presque 9 mois et durant ces presque 6000 kilomètres Tour de France que j'avais décidé de faire.
sans d'ailleurs revenir à la maison, ce qui était peut-être le plus difficile à vivre pour ma famille, pour ma femme, pour mes proches. C'est demandé si j'étais pas devenu un peu fou, quoi. Il faut se mettre à la place. Mais c'est un acte que je voulais poser, puis partir à la rencontre de mes compatriotes, voir ce qu'ils pensaient. Et ça a été très enrichissant, très riche, très fort. Et ça a permis aussi de poser ce que j'ai qualifié d'un acte de résistant au système actuel qui nous brise et qui demain broiera nos enfants. Alors, je crois que, Daniel, vous avez évoqué le revenu de base. Ah, pardon. Et que oui, vous en aviez entendu parler, effectivement. Donc, est-ce que vous avez un avis sur... Ah, merci. Bon, je vois, excusez-moi, je viens de sortir de la voiture. Donc... Alors, le revenu de base, si vous voulez, j'en ai entendu depuis très longtemps. Et pendant très longtemps, c'est resté, si vous voulez, une espèce de discussion, de salon, que quelques personnes échangeaient ici ou là. Et je suis très agréablement surpris, et je dirais même impressionné, des progrès qu'il a fait, que l'idée a fait auprès de beaucoup de nos concitoyens, beaucoup d'organisations. Alors moi, le revenu de base, je crois que c'est un des débats qui doivent trouver toute leur place au cours des échéances à venir. J'espère que ce sera véritablement des échéances et non pas une espèce de rendez-vous convulsif avec le peuple à qui l'on impose des brochures, des photos, des images télé, des meetings à 60 000 personnes payées par je ne sais qui, enfin je sais trop par qui, et dans lequel il a tout juste le droit d'aller voter au 2 du mois de fin avril et mai qu'on le donnera. J'espère que le revenu de base viendra. Alors, le revenu de base, pour moi, il doit correspondre à une réalité. D'abord, il faut que si on le met en œuvre, il puisse vraiment s'appliquer. Parce qu'il n'y aurait rien de pire que mentir une fois de plus sur un sujet aussi important. Alors, l'idée est excellente. Aujourd'hui, malheureusement, je crois qu'il faut dire les choses comme elles sont. Notre pays n'est pas en mesure, je pense vraiment de le mettre en place. Et puis, je pense qu'il faut aller un peu plus loin dans la réflexion. Il faut voir aussi si ce revenu de base ne peut pas s'assortir d'un service que chacun d'entre nous accepterait de rendre au pays, à son pays. C'est-à-dire que il faut peut-être sortir de cet effet agréable, mais totalement faussé sur le long terme, de ce que l'on donne sans contrepartie. Parce que mon père qui était berger, qui est vraiment le seul homme que j'admirais en ce monde, me disait toujours, méfie-toi, si quelqu'un te donne quelque chose, et si tu ne sais pas au juste pourquoi il te le donne. Un jour ou l'autre, il te le rappelle et tu n'es pas tout à fait libre de tes mouvements. Donc je pense que le revenu de base, il faut le mettre au point, il faut le réfléchir, que ça corresponde à un nouveau contrat social ou aux éléments d'un contrat social que la France doit passer avec elle-même, que le peuple français doit passer avec sa nation, de façon à ce que effectivement tout le monde ait droit à la dignité minimale d'un revenu qui lui permette de s'assumer et en contrepartie qu'on puisse, mais pas par la contrainte, mais uniquement par l'idéal, en redonnant envie de reprendre les destinées de ce pays en main, de ce magnifique pays dont nous bénéficions et dont nous ne sommes que sur lesquels nous ne sommes que de passage, en espérant que nous lui ferons un peu plus de bien que nous lui en avons fait au cours de ces dernières décennies. Eh bien, il faut que ce soit un véritable contrat. Et à ce moment-là, bien entendu, je suis tout à fait favorable. Et en tout cas,
très engagé dans l'idée de le mettre sur pied et de le façonner avec tous ceux qui, comme notre ami de l'Isère, voudront y travailler. Alors Jean Lassalle, merci beaucoup pour la réponse. Donc on a parmi le public ce soir Carole Fabre, à qui on va souhaiter la bienvenue aussi, qui est une des fondatrices et qui vous a rencontré apparemment à Toulouse, fondatrice du MFRB, donc le Mouvement français pour un revenu de base. Et donc voilà, donc elle vous avait rencontré sur Toulouse. Dans le chat, on a aussi des gens qui parlent du RBI en Suisse, qui a été voté récemment, donc qui a été rejeté d'ailleurs. Et donc avant de donner la parole à Cyril du 07, on a une question de Michael qui ne peut pas la poser lui-même. Michael du 30, alors qui vous demande, mis à part les actions de Sylvain, donc la marche citoyenne, donc c'est pas vraiment Sylvain, c'est une marche collective en fait derrière. De votre point de vue, à vous, après l'échec des actions Nuit debout et toutes les manifestations, pourriez-vous nous donner quelques idées d'action pour mettre l'ouverture d'un dialogue social entre ce gouvernement et le peuple à l'ordre du jour, quoi? Merci d'abord. Je crois que Nuit debout, les manifestations actuelles qui ont lieu ne sont pas des actes ratés ni perdus. Disons qu'après une très longue période de blackout, excusez-moi pour l'anglicisme que j'aime pas beaucoup, mais de sortie de cette période à laquelle le peuple n'a pas été invité depuis en gros une vingtaine d'années, disons que tout ce qui peut être fait pour que le peuple rappelle qu'il a été le premier au monde à se déclarer souverain et qu'il a été suivi en cela par toutes les démocraties qui ont pu naître et qu'il a fait de notre pays un pays universaliste. Donc je crois que c'est des initiatives qui se prennent par des hommes, des femmes, des jeunes qui ne supportent plus la situation actuelle où une faction ultra-minoritaire mais très puissante, recueillant tous les pouvoirs, et je suis bien placé pour le dire depuis que je fais acte de candidature, je peux vous dire que les grands médias ne se sont pas précipités sur moi. J'ai eu droit à 3 ou 4 plateaux, un peu dans le genre on va traiter le cas à la salle, puis comme ça on aura pu en parler. Les sondages d'opinion estiment que je ne suis pas assez connu pour être sondé. Alors que j'ai quand même posé quelques actes qui se sont terminés devant les télévisions du monde entier. Et ce n'étaient pas des actes violents. C'était des actes où je ne mettais en jeu que moi-même. Je n'ai pris personne en otage. Donc je suis bien placé pour savoir que le peuple n'est pas invité aujourd'hui à prendre des initiatives et surtout à penser différemment de ce qu'il est convenu de penser aujourd'hui par la petite troupe qui est à la tête du pays, mais qui est elle-même soumise à une troupe plus large au niveau européen et au niveau mondial, qui est uniquement basée sur la puissance de la spéculation. Il n'y a pas de l'argent, parce que l'argent peut être utile. Confucius aurait dit l'argent est le meilleur des serviteurs et le pire des maîtres. Manifestement, nous avons choisi de refaire un maître. Ce n'est pas la première fois de notre histoire. Il est servi par une poignée. Par une poignée, si on regarde la taille d'un grand pays comme la France et les 67 millions d'habitants qu'il y a, par une poignée d'individus qui se sont arrogés tous les droits. Et puis, comme un bonheur ne vient jamais seul, on a pris en otage l'administration française, qui était une des meilleures du monde, et on a transformé en technocratie. Pour la technocratie, c'est l'administration, c'est des fonctionnaires qui ne sont plus fécondés par le peuple. Parce que pour être un fonctionnaire, il faut étudier beaucoup,
Il y a des fonctionnaires qui mettent en ordre, en application, les décisions qui sont prises par le politique, et il y a deux légitimités différentes. L'un devient haut fonctionnaire de haut niveau parce qu'il a réussi, fait des études, consenti beaucoup d'efforts, il est là pour servir le pays. Et le politique, qui fait partie, hélas, aussi de cette petite équipe, est élu au nom du peuple. Lui aussi fait beaucoup d'efforts pour parvenir. C'est un grand honneur d'être élu, mais ce n'est pas un plan de carrière. Ce n'est pas un plan de carrière, et c'est la différence qu'il peut y avoir peut-être entre de hauts fonctionnaires et l'élu. L'élu, il est là durant son mandat et pendant que le peuple lui fait confiance. Et si le peuple ne lui fait plus confiance, il doit s'en aller. Et puis, l'argent, ou ceux qui spéculent, les plus puissants, ont pris en charge notre opinion, nos médias, dont quelques-uns figuraient parmi des modèles dans le monde et qui aujourd'hui sont des chiens attachés au chenil, qui rappellent un peu la fable de La Fontaine. Vous savez, ils sont lisses, ils sont en apparence très beaux, mais si le loup passe, s'il passe un moment, et ils se rendent compte qu'ils ont une chaîne, et ils demandent pourquoi cette chaîne. Ils ont beau dire que la chaîne n'est pas un problème, sauf que la chaîne les empêche de courir libre comme le loup et de raconter librement l'actualité de notre pays, l'actualité de l'Europe, l'actualité du monde, de raconter librement ce qui se passe. Et c'est d'autant plus dramatique que nous avons une des meilleures formations de journalistes au monde, qui continue à cultiver l'indépendance d'esprit, mais malheureusement le système pervertit, et de la même manière que nous sommes aujourd'hui pour l'immense majorité, mais pas comme on le dit forcément, je pourrais répondre à des questions là-dessus, mais nous sommes devenus une grande majorité d'élus, et notamment de grands élus, qui nous sommes laissés pervertir, détourner de notre chemin, dont la fonction et notre fonction essentielle, c'était de servir. Nous nous sommes laissés détourner. Une très grande partie de l'administration nous a suivis, ou nous avons invité à le faire, et une grande partie des médias, et il faut le reconnaître aussi de la justice. Je pense que vous allez l'entendre très souvent, cher Sylvain, tout au long de votre route avec vos amis. Je pense que c'est le tiercé ou le quator dans lequel on nous place, et savoir que le français en est arrivé à avoir si peu de confiance à ce qui constituait, il n'y a pas si longtemps encore, l'armature, le point comment je dirais, de réconfort et d'assurance de nos concitoyens libres, et qui aujourd'hui le voient au fond peut-être tel qu'il est devenu, c'est-à-dire comme un système quasi mafieux et quelque chose d'insupportable pour un enfant de la République et pour les enfants de la République qui doivent tout à leur pays. Alors merci beaucoup Jean Lassalle pour cette réponse, et effectivement, on a hâte de, on reprendra contact avec vous. Je rappellerai de toute façon pour une conférence vraiment avec vous. On aura le temps en soirée de 21h à minuit comme on fait avec énormément de conférenciers. Mais c'est vrai que oui, système corrompu, et on est nombreux à le subir. On va donner la parole à Cyril du 07. On a 3 demandes de parole, et puis vous serez tranquille. Je ne sais pas si je vais vous... Je ne sais pas quel est votre prénom. Vous m'avez dit C'est Céline. Céline. C'est vous qui êtes de Toulouse? Non, de Toulon. Ah oui, voilà. Toulon. Et puis c'est votre collègue que j'ai vu à Toulouse. Écoutez, je voulais vous remercier. Et je vais vous encourager à soutenir Sylvain et ses amis, parce que pour avoir fait ce qu'ils font, c'est quand même très difficile. Et ce n'est pas forcément les kilomètres qui sont difficiles. Au fond, les kilomètres permettent de se retrouver un petit peu avec soi-même, même si ça pèse sur les organismes, sur les pieds. Mais ce qui est difficile, c'est ce que l'on entend, c'est ce qu'il faut être capable d'entendre. Et il faut faire un très gros effort pour ne pas couper ceux qui viennent à votre rencontre, et beaucoup de gens viendront vous parler
parce qu'ils ont besoin de se confier. Et depuis la nuit des temps, l'homme libre, il marche comme pour écouter, mais aussi pour parler du temps et des brûlures, des émotions et des interrogations de notre temps a toujours intéressé. Je crois qu'il faut les encourager, les accueillir partout où ils iront, parce que c'est des hommes et des femmes de bien qui veulent qui veulent relancer notre pays et qui veulent que nos enfants aient un destin qui soit acceptable comme le nôtre. Qu'il y ait un nouveau demain, un nouveau projet, un nouveau futur, une raison de croire en la vie. Bien sûr, Jean Lassalle, on est tous d'accord, je pense, avec ce que vous dites, et c'est justement pour un nouveau demain qu'on est tous, que ce Mumble réunit pas mal de mouvements en fait, et qu'il y a beaucoup de conférences pour essayer d'apprendre, comprendre et surtout rassembler les gens parce que c'est le nombre et parce que la démocratie devrait exister. Ouais, elle n'existe pas, mais elle devrait exister. Donc on en parle beaucoup et rassurez-vous, on soutient cette marche citoyenne depuis le départ. Ils pourront vous le dire, je pense, tout à l'heure. Donc Cyril du 07, tu voulais la parole. Est-ce que tu nous entends? Alors Cyril, je te rappelle qu'il faut appuyer sur la touche contrôle. Alors Cyril, ça marche pas. Steph du 69 qui demandait la parole. Oui, bonsoir Monsieur Lassalle, bonsoir à tous. Monsieur le député, pensez-vous que la franc-maçonnerie joue un rôle important dans les prises de décision au plus haut, comment je pourrais dire, au sein de l'État, au plus haut de l'État? Êtes-vous vous-même dans la franc-maçonnerie, Monsieur Lassalle? Alors, à question très claire, non, je ne suis pas franc-maçon. Ce n'est pas les invitations qui m'ont manqué depuis mon jeune âge, puisque ma vie publique a commencé très tôt. J'étais maire à 21 ans, j'étais le plus jeune maire de France. Disons que la franc-maçonnerie ne date pas d'aujourd'hui. Elle existe depuis de très nombreux siècles et on la retrouve sous des formes diverses, sous d'autres ères. Disons que la part qu'elle prend aujourd'hui dans l'organisation dont je parlais à l'instant, avec Céline notamment, n'est pas saine. Moi, je crois que toutes les organisations humaines ont droit de citer tous ceux qui veulent se passionner pour une cause, mais il faut une condition, la transparence. C'est-à-dire que de la même manière que moi, on m'oblige, et c'est tant mieux, et je le faisais avant qu'on m'y oblige, et je souhaite qu'on m'oblige encore à plus de transparence. Eh bien, qu'on puisse me demander ce que je fais, avec quels moyens et avec quel dessein. Eh bien, je souhaite que ceux qui sont dans des loges maçonniques expliquent aussi ce qu'ils font. On le demande aux associations, on demande de rendre des comptes, quel que soit leur but, et surtout parce que c'est des associations qui touchent à la réflexion, à la spiritualité, à l'intelligence, à ce que nous avons peut-être de plus cher. Il me paraîtrait tout à fait normal qu'on sache très exactement quel est le rôle aujourd'hui du Grand Orient, de la Grande Loge de France, et pourquoi on les retrouve dans toutes les allées du pouvoir, avec toutes les formes de sensibilité politique, ou ce qu'il reste de formes de sensibilité politique, réunissant des corps qui devaient plutôt, comment je devrais dire, assurer chacun leur part de responsabilité, puisque vous savez que notre démocratie est basée sur la différenciation des pouvoirs. Mais là, on a le sentiment qu'effectivement, ils ne sont pas les seuls. Mais je pense que la franc-maçonnerie joue un rôle qui ne devrait pas être le sien, dans le fait que des personnalités issues de milieux très différents,
et représentant en tous les cas, l'élite de notre pays, prennent des engagements et préparent des textes, des lois, des décisions qui ensuite seront d'une manière ou d'une autre imposées au peuple français parce qu'il n'entendra qu'une seule voix. Donc il ne pourra pas se faire une opinion et que le débat démocratique sera escamoté d'emblée. Je ne pense pas que ce soit le rôle des loges maçonniques de faire ça. Et il a dû y avoir des périodes où elles ont eu un rôle positif. Moi, je connais des hommes et des femmes qui sont dans des loges. Je ne pense pas qu'ils sont tous dans un but négatif, mais cette absence de transparence, aujourd'hui, n'est plus acceptable. Alors merci beaucoup Jean Lassalle. On avait donc Guy du 38 qui demandait la parole. Bien, bonsoir monsieur le député. Je tenais d'abord à vous remercier du respect que vous nous témoignez en étant là ce soir, disponible pour nous écouter. En écoutant vos propos, j'avais 2 questions à vous poser. La première, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait que l'on mette en place pour que nos élus, les députés par exemple, ne parlant pas des sénateurs, c'est tout à fait autre chose, respectent leurs engagements, ceux qu'ils ont pris, pour qu'on puisse les élire, et 2, rendre des comptes régulièrement à la nation sur ce qu'ils font de leur mandat. Et dans une deuxième question, c'est vous qui êtes au sein de l'Assemblée nationale, quelle est selon vous la perception de vos confrères députés de ce que ressent réellement le peuple? Merci. Écoutez, merci à vous. 3 questions très fortes. Peut-être je vais commencer par la dernière parce qu'elle nous permet de faire la transition avec ce que nous avons déjà dit. Je suis consterné, et le mot est faible, devant l'idée que les citoyens, enfin, ils ne veulent même pas tous être qualifiés de citoyens. Une professeure agrégée de philosophie que je qualifiais de citoyenne un jour m'a dit non, monsieur le député, je ne suis plus une citoyenne, je l'ai été passionnément, mais je fais partie de tous ces gens éparpillés aux 4 coins, éclatés, avec un dit aux 4 coins, comme après le passage d'un tsunami. J'aspirerais à devenir citoyenne, mais je n'y crois plus du tout. Elle était désespérée. Ce qui la concernait, résignée, pourtant c'était une maîtresse femme. Donc effectivement, ce que pense aujourd'hui le peuple de France, le peuple français de ces élites est effrayant. Mais ce qui est le plus effrayant, c'est ce qu'ils pensent de nous, les politiques, et en particulier les députés, mais il faut dire aussi les sénateurs, et je ne parle pas des membres du gouvernement. Ils ont le sentiment que nous racontons des balivernes pendant les campagnes électorales, et le plus grave, c'est surtout la présidentielle, la présidentielle et les législatives qui se suivent, et que nous jurons au mois de mai, et nous nous parjurons dès le mois de juillet. Nous parjurons. Donc ça fait très très mal au ventre quand on se fait une certaine idée de la démocratie, de l'honneur que représente le fait de se retrouver un soir élu devant une urne, et de la confiance, de l'extraordinaire aventure humaine que constitue la confiance pour les concitoyens. Voilà. Donc ça, c'est palpable. Je pense que Sylvain, qui le savait déjà, parce qu'on n'écrit pas ce qu'il a écrit s'il ne l'avait pas ressenti avec ses amis, va le voir tout au long de son périple, il va le sentir, ça transpire de partout, et malgré tous les efforts qui sont faits pour minimiser cette colère, cette révolte qui gronde, ils vont la ressentir. Après, pour faire que nous revenions à ce qui devrait être notre rôle, pour autant qu'il ait véritablement, qu'il ait ressemblé véritablement à ce que nous avons toujours défini. Je pense qu'il a ressemblé à certaines périodes, à des périodes où une génération d'hommes éclairés ont pris les choses en main et ont
restaurer la grandeur et l'honneur de servir. Je pense qu'il faut recommencer. D'abord, il faut, je crois, dès que nous aurons repris les choses en main, et pour reprendre les choses en main, vous voyez, il faut sortir de l'armure. C'est pas l'armure qui compte. Moi, je pense que c'est l'architecture, le squelette qui est. Et si le squelette est une forte armature, on n'a pas besoin forcément d'armure. Et il faut se livrer de nouveau soi-même, mais pour ça, il faut nous libérer de toutes les contraintes que nous avons. Aujourd'hui, nous avons trop de contraintes et notre pays ne fait plus rentrer d'argent. Pourquoi ne fait-il plus rentrer d'argent? Parce que notre pays ne produit plus et notre pays ne surprend plus par sa capacité à innover. Je pense que c'est la raison pour laquelle, sans s'engager dans des débats à perte de vue, je crois que je proposerai dans mon projet, qui n'est pas prêt, puisque j'ai besoin d'écouter des Sylvains, même s'ils ne s'en trouvent pas à tous les coins de rue, et des personnes comme vous, cher monsieur, pour dire exactement ce que doit être notre projet. Je crois qu'il faut trouver un moyen, et ça se préoccuper de savoir si ça gêne l'Europe, ou le monde, ou le G20, ou je ne sais qui, de retrouver une économie. Et moi je pense, puisqu'on a tellement parlé de tout ça, je pense qu'il y a beaucoup à faire dans la mutation de l'énergie. Le pétrole va vers sa fin, c'est une source de guerre effroyable et nous sommes passés en position d'infériorité et cela nous conduit à adhérer à l'OTAN et à faire la guerre à nos amis, qui ont toujours été fidèles, et nous conduit dans une course folle de vente d'armes à des petits groupuscules qui ne sont pas fiables du tout, qui eux-mêmes peuvent devenir des groupes très dangereux. Et je crois qu'il faut donc par conséquent retrouver une forme de souveraineté par l'économie. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes obligés de racketter les personnes âgées, les retraités, les petits-enfants qui vont à l'école par les bourses qu'on pouvait leur apporter. On ne peut pas mettre en place un revenu universel. On prive du bonheur d'avoir un emploi, un homme de 40 ans ou une femme de 40 ans. On brise les familles entières parce que lorsque vous ne pouvez plus payer vos annuités d'emprunt parce que vous êtes soudainement retrouvé au chômage, eh bien c'est votre foyer qui éclate, les enfants éparpillés aux quatre coins et les enfants traités de cette manière sont des enfants malheureux à vie. Donc je pense qu'il faut retrouver les moyens. Ensuite, je pense qu'il faut refonder les partis avec les partis et les syndicats, avec une première démarche, c'est un premier postulat. Ils sont au service du pays, au service de la France. Voilà. Les uns pour organiser le débat politique comme le prévoit la Constitution, les autres pour défendre l'intérêt des travailleurs. Et il faut restaurer la morale et l'instruction civique. S'il est un domaine où c'est indispensable, c'est bien dans les lieux qui forment les cadres qui vont être amenés à avoir des responsabilités considérables dans la gestion de la cité. Or, tout ça n'existe absolument pas. Ensuite, je pense que, indépendamment de toute autre considération que tout le monde pourrait dire, moi je pense qu'il faut rétablir l'honneur en politique. C'est-à-dire que si vous êtes battu, eh bien vous en allez. Alors, je crois que quand on a la politique dans le sang, comme je crois que c'est mon cas, je crois que j'ai dû tomber dans une marmite, j'étais berger, je ne sais pas dans laquelle, mais ça me plaît passionnément. Mais je peux dire aussi que je n'ai jamais perdu une élection dans ma vie, à mon nom. Je me suis présenté une fois à des régionales avec une liste qui n'avait aucune chance d'aboutir, mais j'ai quand même fait les 10 seuls élus de mon mouvement. C'était il y a 6 ans, dans toute attente. Mais si j'avais perdu un mandat majeur, je m'en serais allé.
été élus et réélus dans des conditions toujours très difficiles, mais avec des scores de participation qui ont toujours valu la palme d'or à ma circonscription, des circonscriptions qui me plaît le plus. Pourquoi? Parce que j'avais la chance aussi d'avoir des adversaires à la hauteur qui faisaient valoir eux aussi leur point de vue. Et je crois que si on est battu au mois de juin comme député, il faut une période d'au moins un mandat durant laquelle on ne se présente plus. On fait autre chose. Il y a, Dieu merci, d'autres manières de servir le pays. Mais le fait, comme disent beaucoup de Français, on se défait de vous. Vous êtes une espèce dont on ne se défait pas, plutôt il commence comme ça. On vous donne congé au mois de juin aux législatives. Mais quel bonheur de vous retrouver sénateur au mois de septembre. Et encore, parfois, plus encore, de vous retrouver maire au mois de mars suivant. Ça, je pense qu'il faut arrêter impérativement déjà cette pratique, parce que cela induit dans nos têtes le fait que nous sommes intouchables et qu'au fond, on est là pour décider. Mais comme nous ne savons plus de quoi il faut décider, nous décidons quand même, en sachant que nous pouvons le faire en toute impunité. Et ça, c'est dramatique pour la relation que nous pouvons avoir avec notre peuple. Donc, ça vous paraîtra certainement très net, mais il faut remettre le sens de l'honneur et mettre une règle. Si vous perdez une élection, eh bien, vous passez une période sans vous représenter. Et moi, je verrais bien une période sur la durée d'un mandat. Je pense qu'il faut revoir aussi. Parce qu'une constitution, c'est un tout. Mais on s'est permis de la bricoler gravement sans en informer du tout le peuple français. La manière dont on a organisé un référendum qui a entraîné un taux de participation le plus faible de l'histoire sur le fait de mener le mandat présidentiel de 7 à 5 ans a complètement bouleversé la vie politique de notre pays, a finalement beaucoup présidentialisé comme aux États-Unis le régime. Le fait que les législatives maintenant suivent immédiatement crée de fait, met en place un dispositif qui, quoi qu'il arrive, est assuré de gouverner la France pendant 5 ans, sans aucun contrôle. Et comme on a fini par décourager tout le monde de poser des questions, de manifester, voyez ce que c'est que de conduire des manifestations aujourd'hui, eh bien c'est un chèque en blanc sur lequel nous pouvons agir en totale impunité. Je crois qu'il faut mettre un terme d'abord à cela. Après, c'est le projet dont il faudra parler. Je pense qu'il faut aussi, en ce qui concerne les plus hautes responsabilités de l'État, envisager un projet de révocation lorsque on a... alors bien sûr, il ne faut pas que ce soit fait à la légère, il faut qu'on ait des règles parfaitement claires et définies qui devront certainement être approuvées par référendum pour que nous puissions relever de son mandat quelqu'un à qui on l'a confié et qui manifestement n'en fait pas d'usage qui devrait être le sien. Voilà, c'est quelques idées, mais je ne peux pas répondre à une question aussi vaste en donnant trop d'éléments. Je pense qu'avec ce que je donne, on peut déjà se faire une opinion. Merci beaucoup Jean Lassalle. Alors effectivement, donc pour les remarques dans le chat, il y a du bruit. Oui, Jean Lassalle est arrivé, il a rejoint les marcheurs dans un camping. Donc effectivement, la vie du camping ne s'arrête pas pour nous. Donc voilà, mais on entend très bien dans Jean Lassalle de toute façon. Jean Lassalle, vous nous parliez de soutenir cette marche citoyenne. Et c'est vrai qu'en soutien, on a notamment quelqu'un qui a lancé une chaîne Dailymotion sur laquelle on peut suivre tout ça en direct. Et là, on peut vous suivre effectivement en direct. Et donc, il y a des gens qui peuvent interagir avec vous aussi. Et on a Caricou du 75 qui vous pose une question. Quel sens pour vous votre participation aux élections présidentielles? Et ensuite, une question qui est aux marcheurs et à vous aussi finalement. Pensez-vous que François Hollande finira son mandat? Voilà. Eh bien, merci au monsieur de 75 d'abord, ce qui montre que
vous êtes quand même suivi à travers toute la France. C'est quand même la capitale où je suis. C'est très, très heureux parce que pour moi, la capitale a un sens. Paris est une des grandes villes, peut-être la plus belle, la plus grande du monde. Ça me touche beaucoup. Alors, moi, je veux dire d'abord que j'avais commencé à intégrer, mais je vais le faire beaucoup plus maintenant, la marche sur mes modestes réseaux sociaux, sur tout ce que je maîtrise, de façon à ce que nous puissions suivre cette marche en direct jusqu'à son final par le biais des réseaux d'un député siégeant à l'Assemblée nationale. Et je fais par exemple l'offre publiquement en répondant à notre ami de Paris, il est à Paris pour y revenir, c'est d'accueillir Sylvain et ses amis à la marche à l'Assemblée nationale, s'il passe à Paris, s'il y vient, de façon à lui rendre l'hommage d'un élu du peuple, puisque je suis député, et un député égale un député, donc si un député reçoit, il le fait aussi au nom du peuple. Voilà. Alors, après, quelle était la question? Est-ce que M. Hollande a toutes les chances de terminer son mandat sereinement ou pas? Sereinement, je n'en sais rien, mais malheureusement pour la démocratie, oui. Parce que d'abord, il est très très habile, il a parfaitement compris comment fonctionnait le système qui est organisé comme j'ai tenté de vous le définir au début de mon propos, je n'y reviens pas, c'est une poignée d'hommes et de femmes qui le conduisent, qui concentrent tous les pouvoirs. Et je ne suis même pas certain que M. Hollande maîtrise grand-chose, mais il incarne malgré tout, aux yeux des Français, la magistrature suprême. Alors pourquoi je pense qu'il terminera? Parce qu'il joue très bien du fait que notre démocratie continue à s'appuyer sur les partis politiques traditionnels comme s'il jouait le même rôle que celui qu'il jouait il y a une trentaine d'années, c'est-à-dire que si c'était véritablement de véritables creusets de réflexion, de débat et d'élaboration d'un projet que l'on mène au bout après l'avoir fait valider par les Français et dont on fait l'évaluation après coup. Voilà. Or, ces partis ne sont plus des partis croupions, totalement consanguins, et on a réussi à faire qu'avec les primaires, on mobilise l'ensemble de l'opinion qui, qu'on le veuille ou pas, actuellement, prise entre l'euro et l'organisation des primaires de droite. Et aujourd'hui, M. Hollande a annoncé qu'il y aurait des primaires pour le Parti socialiste, tout le peuple de gauche, je ne sais qui il sera au mois de janvier, vous voyez, il attendra le dernier moment, mais il a bien pris soin de demander, il a d'ailleurs fait voter une loi sur mesure pour limiter le nombre de candidats à l'élection présidentielle. Et ça, je peux vous dire que ça va marcher plein pot. Il faut 500 signatures, d'abord on va faire très peur aux maires, et les maires vont être pour la première fois très surveillés par leurs conseils municipaux, parce que les maires, cette fois-ci, savent qu'ils sont condamnés à mort. C'est-à-dire qu'il y a 20 000 communes de France qui vont disparaître très vite, et 30 000, 10 000 de plus très rapidement après. Mais ce n'est plus la France, c'est plus la même France. Et je n'étais inscrit dans aucun programme. Donc, pris tous les jours par ce fatras d'informations qui vous parle d'un tel et d'un tel qui avance d'un point, un autre qui recule d'un autre, le résultat de la France contre la Roumanie, notre qualification actuelle, un petit tour chez Daesh, et Dieu sait si c'est terrible. Tout est mêlé dans une espèce de samedi dans lequel on ne comprend strictement rien. Le fait que M. Hollande, très habilement, ait lancé M. Macron, qui
se promène en haut des sondages alors qu'on ne sait absolument pas pourquoi faire. Et de l'autre côté, qu'il est dormier, qu'il est au fond, fait en sorte que M. Mélenchon puisse incarner l'impossible réunification d'une gauche, il arrivera au mois de janvier en disant écoutez, nous n'avons pas le choix, il y va de l'avenir de la gauche dans ce pays, nous ne pouvons pas la laisser se dissoudre et par conséquent, il faut nous rassembler le plus largement possible et vous allez tous de nouveau vous rassembler derrière moi. Et comme entre-temps M. Sarkozy aura fait la même chose, eh bien nous aurons une demi-finale Sarkozy-Hollande, qui serait censé être le premier tour des présidentielles, qui sera en fait une demi-finale, puisqu'on parle d'euro, sachant que notre demi-finale est jouée d'avance, ce sera Madame Le Pen. Donc, vous aurez l'extrême bonheur d'avoir à choisir entre M. Hollande, M. Sarkozy et Mme Le Pen. Voilà le bonheur qui vous est promis. Alors pourquoi, cher monsieur, je me présente? Tout simplement parce que ça m'épêche. J'ai envisagé de démissionner. J'ai envisagé de démissionner parce que j'ai compris dans la dernière présidentielle où j'ai accompagné François Bayrou à 3 reprises que ce que nous disions ne correspondait plus à la réalité, que le monde avait changé encore plus vite que je ne l'avais imaginé. Et depuis que je suis élu, tous mes amis m'ont dit surtout ne change pas. Ne change pas. Et là, je savais que j'étais en posture de changer gravement et d'assumer finalement une réalité qui n'était pas la vérité. Voilà, enfin la vérité qui ne correspondait pas à la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Donc j'ai eu envie de démissionner, puis après des longues nuits blanches, des nuits d'agonie et de cauchemars, vous savez, nous avons tous, paraît-il, une forme de cauchemar fait en boucle quand on est très fatigué. Certains voient des serpents partout, d'autres ont l'impression de tomber dans un puits. Moi, j'ai un cauchemar, je me vois au pied d'un platane ou sur mon lit au moment où mes paupières se referment définitivement sur ma vie. Et dans ma famille, on meurt jeune, on est en bonne santé longtemps, mais on meurt jeune. Et au moment où mes paupières se referment définitivement sur mes yeux, ma femme venant m'apprendre qu'un de nos enfants est mort dans une manifestation qui a mal tourné. Je pense que pour moi, je me réveille toujours en sueur dans ce moment-là, ce serait plus que la mort, et ce serait peut-être déjà l'enfer avant même d'avoir quitté la vie. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de me présenter pour essayer d'abord de m'exprimer. Je dis essayer parce que c'est difficile. Vous voyez, aujourd'hui, Elisée a bien voulu me consacrer quelques lignes, mais ça fait au moins que je n'avais pas eu droit à une seule ligne, alors que si vous allez sur un site tel que Gov sur Google, ça vaut ce que ça vaut, mais qui donne un sentiment sur la vision qu'on a sur nos dirigeants. Je fais partie des tout premiers, et aujourd'hui je suis même premier. Mais on ne me sonde pas pour autant. Donc d'abord, pour essayer de donner mon point de vue, et essayer de faire ce que fait Sylvain, ce que font beaucoup d'autres, ce que d'autres engagent un peu partout en France, parce qu'ils ne supportent plus la situation actuelle, c'est-à-dire rouvrir un vrai et grand débat pour préparer un nouveau projet social. Voilà, cher monsieur, pourquoi je suis candidat. Jean Lassalle, un grand merci, et peut-être répondre directement à la question de Pablo du 44 qui vous demande si vous vous présentez en fait sous la bannière du MoDem, ou alors non inscrit. Non, j'ai pris congé du MoDem. Je me suis mis en congé du MoDem. C'est la première décision que j'ai prise avant même de me présenter. Pourquoi j'ai fait ça? D'abord parce que je n'avais pas de raison de mettre, il y a déjà suffisamment de zizanie, dans un mouvement où je m'étais senti plutôt bien pendant des années. Je n'ai pas tout partagé, mais au moins je pouvais prendre des décisions qui étaient diamétralement opposées à la ligne. Bien sûr, j'en prenais plein la figure, mais je l'assumais. Mais je n'étais pas chassé. Et puis, qu'est-ce que vous voulez? François Bayrou fait partie de ma jeunesse.
Je n'ai pas de raison non plus d'aller mettre le modem à feu et à sang, surtout qu'il ne représente aujourd'hui que 2 ou 3% d'intention de vote. Si encore ça avait été les Républicains ou le Parti Socialiste qui sont plus hauts, peut-être que ça aurait valu le coup, mais surtout, je n'y croyais pas du tout. Je ne croyais pas du tout que ça pourrait servir à quelque chose. C'était ouvrir une tempête dans un verre d'eau pour rien. Donc, je me suis mis en congé du modem pour ne pas employer des mots trop brutaux. J'ai pensé que ce que j'aurais à dire serait déjà suffisamment fort. J'aurais à dire des choses suffisamment fortes, mais avec, comment je devrais dire, la retenue et la solennité et de nouveau la confiance que peut inspirer la parole d'un homme encore élu du peuple. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi cela. Et cher monsieur, je ne fais absolument pas partie du modem. D'ailleurs, ça se fera puisque François Bayrou, qui n'attend que la chute de Alain Juppé, c'est-à-dire que Sarkozy batte Juppé, ce qui va se passer dans les semaines et mois qui viennent, pour se présenter à son tour, sera lui-même candidat. Donc, vous pouvez voir, monsieur, que je ne roule pas pour François Bayrou, ni pour quelqu'un d'autre, parce que je ne vois pas aujourd'hui pour qui je pourrais rouler. J'espère, au contraire d'ailleurs, être élu, parce que je n'ai jamais perdu une élection, je ne vois pas pourquoi je perdrais celle-ci. J'ai toujours pratiqué de la même manière, j'ai toujours agi sans compter mon énergie comme le font toute la caravane ici présente, qui n'ont même pas l'air d'être habillés, mais leurs yeux sont éclairés de 1000 étoiles, c'est des étoiles d'espoir, c'est pas la nuit de la résignation, en étant au plus proche du peuple. Et si je n'y parvenais pas, j'espère laisser une trace suffisamment forte pour que des printemps debout, pour que les initiatives telles que la marche de Sylvain et que toutes les initiatives qui se prennent un peu partout à travers la France, des initiatives citoyennes, soient encouragées en disant il y a quand même un élu, un député qui l'a fait, il aurait pu rentrer chez lui tranquillement et profiter de sa retraite. Il a choisi, eh bien, une fois de plus, d'imposer à sa famille des terribles interrogations. Mais qu'est-ce qui lui prend? Mais pourquoi il fait ça? Pourquoi? Voilà. Je crois que nous sommes à un tournant déterminant. Je crois que malheureusement, Hollande va terminer ce mandat, mais je ne vois pas du tout son successeur, sauf si c'est moi. Et si c'est moi, je commence à expliquer pourquoi, mais je l'expliquerai beaucoup plus, terminer celui qui l'engagera. Ce n'est absolument pas possible. Pour l'instant, Hollande a bloqué la contestation qui venait souvent de notre pays de la gauche, donc il l'a fractionnée, il l'a mise en petites rondelles, comme il l'a mise en morceaux, comme un ver de terre. Vous savez, vous avez des longs vers de terre quand vous bêchez le jardin, un coup de pelle maladroit transforme le ver de terre en 5 ou 6 morceaux qui bougent dans tous les sens. Vous avez l'impression d'en avoir fait 6, alors qu'il y en avait qu'un, mais au bout d'un moment, les 6 sont morts. Voilà. Donc, je ne vois pas comment le nouveau président, dans le contexte actuel, terminerait son mandat s'il en reprenait un autre. Je ne vois pas du tout Mme Le Pen, je ne vois pas comment elle s'installera dans le contexte actuel, d'abord à l'Élysée si elle était élue, et même à Matignon si elle était un jour Premier ministre, comment elle pourrait gouverner. Et je ne vois absolument pas comment M. Sarkozy, qui sera favori, pourrait mettre en place forcément encore plus sévère pour le peuple que ne l'est celui de Hollande, et comment Hollande pourrait retrouver une crédibilité alors qu'il est aujourd'hui à 13%, je crois. Mais est-ce qu'on peut croire les sondages d'opinion qui refusent de sonder un homme qui, je le répète un peu lourdement peut-être, mais qui a quand même marqué, je crois, son temps par une forme d'indépendance d'esprit et par des actes que personne d'autre n'a posés. Parce que je suis sûr que faire un tour de France en costume, cravate, chaussures de ville, c'est quand même pas tout le monde qui l'a fait. Être suivi par des centaines de journalistes du monde entier et être abandonné 3 jours après comme si je n'avais jamais fait,
je pense que ça veut dire quelque chose. Donc Hollande va terminer. Moi, j'espère y arriver. Et si c'est un de la bande des trois, je donne 6 mois. C'est-à-dire qu'à partir du mois de septembre, voyant de nouveau tous les renoncements auxquels nous aurons droit, après tous les parjures, après tous les engagements pris, je pense que là, c'est la terrible équivoque qui se mettra en route avec tout ce que cela peut entraîner, dont j'ai déjà parlé. Merci Jean Lassalle. Donc vous ne roulez plus pour le modem. Voilà, c'est vrai que si vous étiez élu, effectivement, on manque de personnages qui roulent pour le peuple, en fait, tout simplement. On va terminer sur une question et une prise de parole, et puis on vous laisse tranquille. Mais vraiment encore merci pour ce temps que vous prenez. On a Gaylord du 85 qui vous demande où vous en êtes dans la récolte des parrainages. Alors, écoutez, à ce jour, je suis à 170 ou 180. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est que j'en ai eu 150 de spontanés. Le premier est le maire d'Avranches. Et pour moi, c'est tout un symbole. Avranches, et puis j'en ai qui viennent un peu de la France. On m'avait dit, bon, Jean Lassalle ne parlera avec son accent qu'aux campagnes et qu'au milieu rural. Et j'ai beaucoup de parrainages venus des villes. Et depuis que j'ai réussi à trouver un moyen d'envoyer ma candidature et ma sollicitation aux 36 000 maires de France, j'en ai déjà reçu une trentaine en 2 jours. Donc je ne suis pas encore au bout de mes peines, surtout qu'à partir de maintenant, je pense que je vais être encore plus étroitement surveillé que je ne l'étais, et pourtant, je peux vous assurer que je le suis. Mais je le mérite, parce que si vous allez sur mes réseaux, vous verrez les déclarations que je fais à l'Assemblée nationale. Et dans ces conditions, ce n'est pas étonnant non plus qu'on me tienne de près. Mais lorsque je me mets en route, je fais partie d'une longue tradition de bergers qui marchent. Vous savez, les bergers, c'est comme les marins. C'est des hommes, des femmes qui se trouvent face à la vraie nature. La nature est magnifique, elle est somptueuse, surtout quand il fait beau, sur une belle embarcation, sur une mer d'huile. Elle est aussi merveilleuse lorsque vous marchez en montagne avec votre troupeau, au milieu du minéral, avec le ciel d'azur. Mais si vous n'avez pas senti venir le changement de vent, vous pouvez vous trouver 1 heure après avec l'étrange bourdon des abeilles, de la foudre, tandis que la faible embarcation est emportée par les flots devenus féroces et furieux. La nature est la nature, et je pense que ce qui vaut pour la nature vaut pour des hommes qui ne savent pas ce que devrait être un politique, ce que devrait faire un politique, sentir son époque et en relation, en symbiose avec lui, préparer un futur, un horizon pour sortir de ce désespoir. Ce que je souhaite, c'est qu'on sorte de ce système de méfiance à tous les étages, où finalement tout le monde en est réduit à se méfier de tous, pour retrouver un contexte, un paradigme de confiance, bien sûr, de confiance avec des règles, mais de confiance, où l'on a envie de nouveau de faire, où on a envie d'entreprendre, où on a envie de se faire plaisir en accomplissant sa vie d'homme, sa vie de femme, en préparant celle de ses enfants, en ayant soin de dans une école maternelle déjà coupée de sa famille. J'ai connu, il n'y a pas si longtemps, un temps où le grand-père, le père, la grand-mère, la maman et le petit et le fils vivaient sur le même toit. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Bon, il faut tenir compte des évolutions, mais on peut très bien s'adapter à cela sans passer à l'exemple totalement inhumain, à la situation totalement inhumaine que je viens d'évoquer. Merci beaucoup Jean Lassalle. On va donner la parole à Julien du 81 et ensuite on vous laissera tranquille. Julien, tu nous entends? Merci. On t'entend très mal, Julien. Ah, tu m'entends très mal? Ça y est, c'est bon. Ah. Julien, non, on n'entend rien du tout. Oui. Non, mais oui, Céline, tu m'entends? Oui, vas-y. Oui.
Ok, parce que j'ai un retour dans le micro, mais bon, merci Monsieur Lassalle de votre participation. Oui, tu m'entends? Tu m'entends? Oui, on vous entend. Ok, donc je merci Monsieur Lassalle de votre participation. Je suis en contact avec Cécile Calais, qui je crois fait partie de votre équipe de campagne. Exact. Je soutiens vraiment votre démarche, ou la marche citoyenne, le fait que vous puissiez vous adresser effectivement et avoir une parole politique franche dans l'Assemblée, aller à la rencontre des ministres que vous êtes à l'Assemblée des États membres. Et pourtant, paradoxalement, vous ne devez pas voter pour. Tout simplement parce que je pense que votre candidature, elle est utile, mais elle est utile par rapport à la parole que vous portez et aux actions et aux démarches et aux initiatives que vous portez comme la marque citoyenne. Je pense que c'est ça vraiment faire de la politique, et c'est pas seulement se présenter, et surtout pas se présenter devant des électeurs, parce que, comme vous le savez, vous ne serez pas élu, vous ne passerez pas le premier tour, et j'ai le même rapport à des candidats citoyens qui sont notamment ceux qui sont sur la primaire.org. C'est-à-dire que je pense que c'est très utile ce genre d'outils, parce qu'ils permettent à des citoyens de se réapproprier la politique. En revanche, je pense qu'une candidature citoyenne ou d'autres candidatures n'est absolument pas la solution. Je pense notamment que comme l'est le vote blanc, il ne sert à pas grand-chose. Alors, Julien, excuse-moi, je te coupe parce que franchement, on n'entend vraiment rien. À la limite, Il faudrait que tu ajoutes ta question parce qu'on t'entend très assuré, donc ce voilà. sera peut-être plus simple. Voilà, nous aussi. Donc, si tu veux poser la question rapidement dans le chat, à la limite, je peux la lire pour toi. Mais on a une question qui revient souvent, Jean Lassalle, pour vous. Qu'est-ce que vous pensez de l'Europe, l'euro, l'OTAN? Alors, d'abord, je voudrais dire à Julien que c'était très assuré, mais que j'ai quand même compris ce qu'il plus derrière la région de sa voix et ce qu'il y avait dans l'intonation de sa voix que ces mots. En gros, Julien, je crois, vous avez dit que les citoyens se réveillent, qu'il y a un peu partout une recherche de citoyenneté à laquelle il a eu la gentillesse de m'associer. C'est vrai qu'avec la marche citoyenne, dont Cécile Calais a l'air de connaître, et qui tiendra d'ailleurs un colloque à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire à la Maison du Peuple le 23, qui sera suivi d'autres, pour essayer d'envisager justement les nouvelles formes d'organisation politique qui conviennent aujourd'hui au pays. Alors qu'est-ce que je pense de l'Europe? C'était un très beau projet au sortir de la guerre. Quand on voit un continent comme le nôtre qui s'est saigné jusqu'au dernier sang, qui s'est mutilé, on n'aurait pas pu l'imaginer, qui a vu un grand pays comme l'Allemagne avoir le rôle qu'il a pu avoir, mais nous n'avons pas été beaucoup plus glorieux, loin s'en faut, du moins pour une grande partie. Heureusement qu'il y a eu des résistants, mais avec quelle difficulté. Je pense que c'était un très beau projet de mettre en commun les éléments qui nous empêchent de faire la guerre. Par contre, ensuite, le fait que nous soyons dans un modèle unique qui était le nôtre, et nous pensions que c'était le bon parce que nous étions débarrassés de la menace de l'URSS et des bombes atomiques que l'on pouvait échanger. Je crois que nous nous sommes perdus en route et que nous avons laissé la bride au cou à ce qu'il est convenu d'appeler le capitalisme. Et à partir de ce moment-là, au lieu de construire une Europe des nations, une Europe des peuples, nous avons construit quelque chose qui ne ressemble plus à grand-chose. D'autant qu'aujourd'hui, chacun est en train de retrouver son tropisme. Les pays proches de la Russie se retrouvent dans une configuration russe, les pays nordiques dans une configuration nordique, les pays du cœur de l'Europe dans une
configuration germanique et nous, les latins, français et espagnols, nous sommes un peu à la croisée des chemins. En tout cas, l'Europe est incapable de prendre la même moindre décision. Nous l'avons vu avec cet épisode tragique et malheureux qui restera dans l'histoire et personne ne pourra dire qu'il ne savait pas, où nous avons vu s'échouer sur nos côtes et sur nos rives un millier d'êtres humains sans que nous puissions faire quoi que ce soit, sans que nous puissions nous accorder. Je ne sais pas comment nous pouvons préparer un projet. Mon idée, si vous voulez, c'est de réfléchir profondément avec l'ensemble de notre pays sur ce qu'il convient de faire sur le sujet, et c'est la même chose sur l'euro. Parce que si je répondais ce soir à vos questions, un certain nombre d'entre vous diraient, bon, il est comme les autres, il a déjà arrêté son... Il sait déjà tout ce qu'il veut faire, il veut nous l'imposer, il veut nous imposer ses idées. Moi, je pense qu'il faut d'abord retrouver le bon sens. Le bon sens, c'est les débats citoyens qui s'engagent un peu partout pour que ce peuple exceptionnel puisse dire ce à quoi il aspire. Et oui, c'est vrai, la très profond désir d'incarner une partie de ce projet, parce qu'il y en aura d'autres, mais qu'on puisse avoir de vrais projets pour notre pays. Et le moment viendra pour moi de décliner à ce moment-là les propositions que je fais, et pour l'Europe, et pour l'euro, et peut-être aussi pour d'autres possibilités pour notre pays. Pourquoi ne pas préparer un grand projet avec l'Afrique, que nous avons souvent, presque toujours d'ailleurs, esclavagisé, que nous avons évangélisé, que nous avons tordu dans tous les sens. Alors il y aura 800 millions de jeunes africains dans 20 ans d'ici, et qu'il y aura 600 millions d'Européens, toute Russie confondue et tout mouillé. Je crois que la France peut trouver d'autres moyens de rayonner, de retrouver d'abord sa langue, et enfin, quitte à paraître un peu présomptueux, mais si moi-même, je ne crois pas à ce que j'entreprends, compte tenu de ce que je livre et de ce que j'ai pu souffrir aussi, c'est pas la peine que je concours. Je concours pour gagner. Parce que le peuple de France a tellement de fois étonné, et il s'est trouvé des hommes qui ont changé l'histoire. Le général de Gaulle en est un. Sans lui, notre pays n'existerait plus. Gandhi, à sa manière, a bouté. Bon, ils sont restés d'une certaine manière, mais moins présents et moins sur d'eux, moins arrogants, les Anglais d'Inde. Nelson Mandela, après avoir passé 29 ans dans les geôles, a su pardonner, redonner un semblant. Bien sûr, c'est très long, tout ça. Les processus de paix sont longs, mais moi je les aime. A su donner un semblant de, moi je devrais dire, d'unité à un peuple qui s'était aussi considérablement déchiré. Donc, je crois que grâce à des entreprises comme celle de La Marche, au livre de Sylvain que je suis en train de lire et qui donne beaucoup d'arguments, parce que lorsqu'on est dans l'action, on n'a pas forcément le temps de réfléchir et de lire suffisamment. Il a relevé beaucoup d'arguments qui ont échappé à la plupart, je pense, de mes collègues. En tout cas, moi, il m'avait échappé dans leur implacable raisonnement. Et moi, je concours pour que, avec les autres, et en particulier le peuple français, nous retrouvions un destin à notre pays. Alors Jean Lassalle, je pense que vous avez répondu finalement à la question de Julien, parce qu'en fait Julien du 81 vous disait la marche citoyenne, le rassemblement des abstentionnistes à Opio, jour debout, sont les petits frères de la révolution des casseroles islandaises. En fait, c'est vrai que Julien prévoit le 23 avril 2017 un rassemblement à Paris, un rassemblement citoyen d'abstentionnistes ou de personnes même votant pour des petits partis qui ne passeront jamais. Et donc en fait il expliquait, il disait votre candidature ne sert qu'à diffuser des idées, nous avons besoin de vous
pour porter des actions en faveur de la démocratie. Le plus beau serait de ne pas se présenter, mais de jouer le rôle de porte-voix. Voilà. Je n'est pas incompatible, vous savez, on peut très bien faire les deux. La seule chose, c'est que nous soyons dans l'esprit dans lequel nous sommes ce soir dans ce camping, avec des Juliens et tant d'autres amis qui nous appellent du 38, qui nous appellent de Paris, qui nous appellent de toute la France. Je crois que si on arrive à cela, vous savez, nous saurons trouver les solutions. Il y a un génie français et ce génie va s'exprimer de nouveau et des hommes et des femmes, la qualité de Julien, la vôtre, se mettent à nouveau avec tout ce qu'ils ont de meilleur à leur disposition. Alors il faudra essayer de voir le 23, par contre Julien, parce que nous ne fassions pas trop de concurrence, peut-être, puisque moi, enfin, plus exactement, Cécile Calais organise ses premiers travaux à l'Assemblée nationale, et Julien organise la marche des abstentionnistes, et ça c'est un fléau. Il a raison que dans un pays qui aime autant la politique que la France, la moitié de ses électeurs n'ont plus voté, c'est un drame absolu, et que parmi la moitié, il y en ait un quart qui aille voter blanc, nul ou désespéré, et un blanc qui n'est même pas reconnu, et qu'il n'y ait plus qu'un tout petit quart pour les partis qui se disent démocratiques, c'est une situation qui effectivement mérite une marche des abstentionnistes.